Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Donc aujourd'hui nous allons parler du tabou de l'argent en France, qui est en particulier un frein au progrès. Alors, je pense qu'autour de vous, il vous est arrivé de discuter avec des personnes qui ont l'idée que si quelqu'un est riche, c'est qu'il a exploité des gens. Soyons clairs, cette idée est largement répandue, pour plusieurs raisons, qui s'expliquent à la fois par des héritages historiques, culturels, des choix politiques, religieux et des dynamiques économiques. Premièrement, nous allons parler de l'héritage religieux qui est inscrit dans l'inconscient collectif. Donc l'origine de cette méfiance vis-à-vis de l'argent trouve une partie de sa source dans nos racines chrétiennes. La morale chrétienne, notamment à travers des passages comme « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer au royaume de Dieu ». C'est dans l'Évangile selon Matthieu. Donc ce genre de phrase a véhiculé l'idée que la richesse matérielle était un obstacle à la vertu et au salut. Cette vision valorise la pauvreté comme un état plus noble et méfiant envers ceux qui accumulent des richesses. Et même si cette conception morale a perdu en influence directe depuis la sécularisation, c'est-à-dire le moment en fait où l'Église s'est séparée du pouvoir, elle reste profondément ancrée dans l'inconscient collectif. Elle se traduit par une suspicion instinctive envers ceux qui réussissent économiquement, comme si la richesse était nécessairement liée à une forme d'injustice ou d'exploitation. Et à la rigueur, ça pourrait ne pas poser problème, sauf que notre façon de penser s'inscrit dans un contexte mondial, qui est mis en concurrence avec les autres pays. Et justement, on va parler du protestantisme, qui met en avant le travail, qui valorise le travail, la réussite et l'argent. Et avant d'approfondir ce sujet, on va rappeler brièvement quelques notions essentielles sur le protestantisme. Donc on va passer par les origines et le contexte historique, et finalement vous allez voir que c'est super intéressant. Donc à la base on trouve le christianisme. Le christianisme, donc vous avez compris, c'est la reconnaissance religieuse du Christ. Et donc ce christianisme, au fil des siècles, s'est divisé en différentes branches. Donc vous avez le catholicisme, qui reconnaît donc l'Église originelle chrétienne, dirigée par le pape à Rome. Donc le catholicisme, vous le savez, a dominé l'Occident pendant plus de 1000 ans, avant la réforme protestante. Ce qui nous amène au protestantisme, qui est né au XVIe siècle, sous l'impulsion de Martin Luther, né en 1483, pour faire plus simplement, né en Allemagne. Et en 1517, il lance la réforme protestante. Il est à l'origine de ce que l'on appellera le luthérianisme. Et il dénonce les abus de l'Église catholique. Par exemple, la corruption et la vente d'indulgences. Alors, petite précision, pour ceux qui ne savent pas, la vente d'indulgences, c'était lorsqu'on allait à l'Église catholique, qu'on donnait des biens, qu'on donnait de l'argent, et du coup, on s'achetait une place au paradis. Ça pouvait être régulier, on venait chaque fois donner de l'argent, on se délestait de l'argent que l'on avait justement pour s'octroyer une place au paradis. Par la vente d'indulgences, plus on s'appauvrissait et plus on grimpait vers le paradis. Et pratiquement au même moment, mais en fait un peu après, Jean Calvin, né en 1509 en France, comme Luther, il critique l'Église catholique. Et il va encore plus loin dans son rejet du pouvoir pontifical. Il est contraint de fuir la France, où le catholicisme est dominant. Il trouve refuge en Suisse, et notamment à Genève, où il établit sa propre doctrine, le calvinisme. Alors, Luther et Calvin, en fait, ce sont deux réformateurs qui sont séparés géographiquement, mais leurs idées sont convergentes. Donc, pour simplifier, on a Luther à l'origine du mouvement qui remet en question l'Église catholique en raison de sa corruption. Et Calvin, bien que fortement influencé par Luther, il développe une doctrine plus stricte.
sans jamais avoir rencontré Luther. Parce que je rappelle quand même qu'à l'époque, même s'il ne semble pas trop loin géographiquement, il n'y a pas les téléphones portables, il n'y a pas Internet. Donc cela pouvait être très difficile de communiquer. L'information circulait difficilement. Donc les idées de la réforme se propagent de manière non coordonnée. Les deux compères agissent chacun de leur côté sans véritable concertation. Et donc malgré leurs différences, ces mouvements donc protestants partagent un point commun fondamental. Ils ne reconnaissent plus l'autorité du pape et s'appuient uniquement sur la Bible. Alors, toutefois, leur interprétation diffère. Alors, vite fait, les différences entre les luthériens et les calvinismes. Les luthériens pensent que seule la foi peut sauver l'être humain et l'argent et la réussite matérielle ne sont pas des priorités. Par contre, les calvinistes, ils croient en la prédestination. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu aurait déjà choisi ceux qui seront sauvés. Donc en fait, dès que vous naissez, Dieu a déjà choisi si vous êtes sauvé ou pas. Et du coup, pour eux, la richesse, le travail, la bonne santé sont des signes de bénédiction divine. Donc vous voyez déjà un peu le contexte. Et donc vous voyez, vous situez la différence de pensée entre la France, baignée dans le catholicisme, et les calvinistes. Parce qu'il faut bien préciser que le protestantisme calviniste a une influence mondiale. On trouve en particulier, je parle d'aujourd'hui, les pays comme la Suisse, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada anglophone, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont baignés dans cette façon de penser. Et donc vous remarquerez que c'est en lien avec le fait qu'ils aient développé une vision plus libérale de l'économie, où la réussite financière est souvent perçue comme le résultat du mérite du travail, et non comme un acte suspect ou immoral. Et donc, à l'inverse, en France, le discours ambiant tourne souvent autour de la méfiance envers les riches et les entrepreneurs. Cette différence culturelle est frappante lorsque l'on compare les mentalités économiques à l'échelle internationale. Et on peut faire vite fait un parallèle avec la vision bouddhiste ou hindouiste. Parce que, bon, avec un peu de culture, c'est difficile de s'empêcher de penser au bouddhisme, qui repose sur la croyance de la réincarnation et de la loi du karma. Dans ces croyances, la richesse et la pauvreté ne sont pas le fruit du hasard, mais des actions passées. C'est-à-dire qu'une personne riche et en bonne santé serait ainsi le résultat de bonnes actions dans une vie antérieure. Et à l'inverse, une personne pauvre et malade aurait accumulé un mauvais karma. Donc vous voyez que là aussi, cette perspective est très différente de celle que l'on trouve en France, où l'idée dominante est souvent que les plus riches sont suspects et qu'ils doivent leur réussite à l'exploitation des autres. Et tout ça, ça participe à des erreurs de pensée. Par exemple, que le patron serait inutile. Dernièrement, on a entendu assez fréquemment que les grands patrons, on n'en a pas besoin, et ceux qui comptent, ce sont les ouvriers et les employés qui font tourner l'usine. Il faut bien avoir conscience que ça reste une vision qui est réductrice et qui est incomplète. L'expérience montre qu'une entreprise, même florissante, peut s'effondrer très rapidement si son leader disparaît soudainement. On a des exemples très concrets dans la littérature qui montrent que des patrons d'entreprises ayant dû s'absenter pour cause de maladie, de burn-out ou divers problèmes juridiques ont eu leur entreprise qui ont fait faillite. Donc même des entreprises qui semblent prospères peuvent vite décliner s'il n'y a plus de vision stratégique. C'est important de sortir du cliché en pensant que le patron est juste un figurant. Il fait partie des éléments clés qui structurent et guident l'entreprise. Et en fait, son rôle, le rôle d'un patron, d'un grand dirigeant, dépasse le simple fait de gérer. C'est-à-dire il ne fait pas que de la gestion. Il donne une direction, il anticipe les défis, il prend des décisions qui impactent directement l'avenir de l'organisation. Et donc, il ne faut pas oublier que dans de nombreux pays, la richesse et la réussite sont perçues comme un signe de mérite et de travail acharné. Alors qu'en France, la suspicion envers les riches et les entrepreneurs reste très forte. Elle est influencée, comme on l'a dit, par cet héritage catholique.
Et il faut d'autant faire plus attention à ce point que l'on est dans un contexte international, où on est en concurrence avec tous les autres pays, qui ne pratiquent pas la même vision que nous. Notre façon de penser en France semble être la norme, mais en fait elle fait plutôt partie de l'exception. Et maintenant, on va aborder l'instrumentalisation politique qui est faite sur cette méfiance envers l'argent. Parce qu'en effet, cette méfiance envers l'argent est utilisée à des fins politiques. De la même manière que l'Église catholique à l'époque, qui se servait de ce dégoût de l'argent pour capter les richesses. Donc je pense que vous avez compris un peu le stratagème, c'est-à-dire que l'Église catholique a longtemps véhiculé cette idée que l'argent était sale, c'était un obstacle au salut, alors que paradoxalement, elle était très riche. L'Église catholique captait énormément de richesses par la dîme, qui était une taxe prélevée aux fidèles, les indulgences, dont on a déjà parlé, qui étaient vues comme un paiement pour alléger son temps en enfer, et sans oublier que l'Église catholique possédait énormément de terres. Donc, en prêchant la pauvreté et la méfiance envers la richesse, l'Église encourageait les fidèles à donner leur argent pour sauver leur âme. Les indulgences, en fait, c'était un achat du pardon divin. Et cela atteint un paroxysme au Moyen-Âge. Plus on payait, plus on s'achetait une place au paradis. Et on avait aussi les ordres monastiques qui prônaient un mode de vie austère, alors qu'ils devenaient très riches grâce aux donations des croyants en quête de rédemption. Et ainsi, l'Église imposait un modèle où elle seule pouvait accumuler de la richesse légitimement, tandis que les croyants, hormis les membres de l'Église, étaient encouragés à vivre modestement. Je ne sais pas si vous pouvez faire le parallèle avec les choses de nos jours, quoi. Et du coup, le protestantisme, en fait, c'est un rejet de cette hypocrisie. Et ce sont les abus, la corruption et cette hypocrisie qui ont poussé Martin Luther à lancer la réforme en 1517. Pour eux, l'argent n'était plus mauvais en soi, c'est ce qu'on en fait qui compte. Et plutôt que donner son argent à l'Église, on l'investit et on construit une société prospère. Et donc on voit vraiment une différence de mentalité dans les pays catholiques comme la France, l'Italie, l'Espagne, où la richesse est perçue plutôt comme suspicieuse. Alors que dans les pays protestants, comme les Pays-Bas, l'Angleterre, les Royaumes-Unis, les États-Unis, on a vu émerger une classe de marchands, d'industriels, qui considèrent le travail et la prospérité comme une valeur morale. Cela fait partie d'une des raisons qui peut expliquer que les pays protestants ont souvent une avance économique par rapport aux pays catholiques. Et cette instrumentalisation religieuse de l'argent se retrouve encore aujourd'hui dans certains discours politiques. Donc il ne faut pas oublier que cette vision de l'argent ne repose pas sur une morale universelle, mais sur une construction historique qui a servi des intérêts bien précis. Alors maintenant qu'on a parlé de l'Église, on va parler de nos politiques. Est-ce qu'ils utiliseraient le même principe ? Pour être un peu indulgent, on va plutôt dire qu'on est dans un système qui s'auto-entretient. Tout d'abord, on ne va pas nier que le peuple, en particulier le peuple français, influence les décisions et les discours de nos hommes politiques. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que les dirigeants politiques ne prennent pas leurs décisions uniquement en fonction des besoins économiques d'un pays. Leur objectif premier est de se faire élire et de rester au pouvoir. Or, en démocratie, cela signifie qu'ils doivent suivre l'opinion du peuple, et même lorsque celui-ci va à l'encontre des principes économiques fondamentaux. Bon, je peux vous prendre un exemple bien précis, pour enfoncer le clou et pour être bien clair. Le peuple allemand a eu très peur lors de l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Et le gouvernement avait donné des pastilles d'iode à la population. Il ne faut pas oublier que la centrale de Tchernobyl est très proche de l'Allemagne, en particulier de la partie est. La zone de contamination autour du réacteur de Tchernobyl fait un quart du territoire français. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui a traumatisé le peuple allemand. C'est ce qui explique que même s'ils ont besoin d'une énergie pas chère et que l'énergie nucléaire est pourtant décarbonée et abondante, le peuple ayant pris peur, c'est plutôt orienté vers les centrales à charbon. Et donc en Allemagne, quand vous chargez votre voiture électrique, en fait, c'est l'énergie qui a été produite avec du charbon, quoi.
En France, ça peut nous sembler paradoxal, mais il faut bien s'imaginer que l'Allemagne étant très proche de l'explosion, plus les traumatismes qu'il y a eu avec la prise de ce médicament, ont sûrement conduit au démantèlement des centrales nucléaires sur le territoire allemand. Alors, si on revient sur quelque chose de plus français, donc même si les responsables politiques savent pertinemment que la prospérité passe par la réussite individuelle, l'innovation et l'investissement, ils doivent d'abord donner satisfaction à une population qui réclame moins d'inégalités, plus de redistribution et une présence accrue de l'État. Donc ici, plutôt que de valoriser l'initiative privée et la croissance, nos hommes politiques vont plutôt multiplier les impôts et les taxes pour assurer une justice sociale. Entretenir un secteur public hypertrophié, en embauchant toujours plus de fonctionnaires, même lorsque ce n'est plus économiquement viable. Niveler les écarts de richesse en pénalisant fiscalement ceux qui réussissent pour répondre aux attentes de la population, qui craint les inégalités. Donc du coup, on tombe dans une exploitation politique du rejet des inégalités. Les responsables politiques utilisent une stratégie bien connue. Ils exploitent la force de leurs adversaires pour avancer leurs propres idées. Un peu comme en arts martiaux en fait. Donc si le peuple rejette les écarts de richesse, alors la politique économique s'adapte pour imposer des taxes, ponctionner les classes les plus aisées pour limiter leur ascension sociale. Le tout sous des prétextes de bienveillance. Solidarité nationale, lutter contre les inégalités, redistribution de richesses, protection des plus faibles, préservation de la planète. Et là où ça devient pervers, c'est que ces mesures finissent par appauvrir tout le monde, y compris ceux qu'elles étaient censées protéger. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du travail dans le couple. Ça a été un changement de modèle économique. Moi, je me rappelle très bien que du temps de mon grand-père, il était le seul à travailler dans le couple et la famille vivait très bien. Ils avaient une maison principale sur Marseille et une maison secondaire dans le Var. Alors qu'aujourd'hui, même quand on est deux à travailler, on arrive difficilement à joindre les deux bouts. Donc on voit bien que ce travail, cette égalité du couple, ça nous a été vendu comme un progrès social, alors que ça aboutit à un appauvrissement des familles. Alors qu'à une certaine époque, un seul salaire suffisait, il était classique qu'un seul des deux conjoints travaille. Aujourd'hui, ce modèle a totalement disparu, et non pas seulement pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons économiques. La hausse des taxes et du coût de la vie a rendu indispensable le fait que les deux travaillent. L'argument de l'égalité homme-femme a justifié la nécessité d'avoir deux revenus. Mais dans les faits, cela a plutôt servi à faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État, par l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Alors bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'était le modèle patriarcal et ainsi de suite. Mais on pouvait tout à fait rester sur un modèle où il n'avait qu'un des deux qui travaille, sans que ce soit un modèle patriarcal. Ça aurait pu être par exemple un qui travaille tant de mois dans l'année et l'autre les autres mois de l'année. Et donc du coup on se partageait aussi le travail comme les tâches de la famille. Ou ça pouvait être des familles où il n'y avait que l'homme qui travaille, où il n'y avait que la femme qui travaille. Ou voilà, où ça peut être l'un qui travaille le matin, l'autre qui travaille l'après-midi. Il y avait plein de modèles économiques viables sans que les deux travaillent en même temps, se surchargent de travail parce que finalement dans les familles il y a tout le monde qui travaille. Les enfants sont placés à la crèche. Et du coup, on dépend encore plus du système de l'État. Donc on voit bien que si aujourd'hui on décide d'adopter un système plus traditionnel, ou du moins que l'on essaye de revenir à un mode de vie où il n'y en a qu'un des deux qui travaille dans le couple, le retour en arrière n'est pas possible. Un seul salaire, en moyenne, ne suffit pas. Ce qui était possible dans les années 1960 est devenu complètement irréalisable aujourd'hui. Non pas par manque d'égalité, mais tout simplement parce que le coût de la vie a explosé. En grande partie à cause des taxes et de la politique économique menée depuis des décennies. Le poids de l'idéologie fiscale entretient un système coûteux pour répondre aux attentes du peuple. Alors une petite citation de Frédéric Bastiat, qui n'est pas très connu en France, mais alors qu'il est français pourtant. C'était un économiste du 19e siècle, qui disait que l'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Cette phrase résume parfaitement le fait que beaucoup de citoyens
attendent de l'État qui leur donne des avantages, aide sociale, services publics, protection économique, sans toujours réaliser que c'est l'ensemble des citoyens eux-mêmes qui financent ces avantages par l'impôt, les taxes et la dette publique. Et Bastiat a beaucoup critiqué cette illusion collective selon laquelle l'État serait une source infinie de richesse, alors qu'en réalité il ne produit rien. Il dépend uniquement de ce qu'il prélève à la société. Et les responsables politiques savent bien que réduire les taxes, encourager l'entrepreneuriat et alléger le poids de l'État serait bénéfique pour la croissance. Pourtant, ils ne le font pas, car cela irait à l'encontre de l'opinion majoritaire. La France est l'un des pays les plus taxés au monde, avec 57% du PIB qui est consacré aux dépenses publiques. Pourquoi c'est le cas? Parce que le peuple français réclame un État-providence, un secteur public puissant avec toujours plus de fonctionnaires et une régulation stricte du marché pour limiter les écarts de richesse. On peut rajouter un exemple important. En France, on voit que la méfiance envers le capital et la finance a conduit pour les retraites à privilégier un système par répartition, où les actifs financent directement les pensions de retraite. A l'inverse, le système par capitalisation, largement adopté dans d'autres pays, reste encore aujourd'hui mal vu en France. Dans un système par répartition, l'argent prélevé immédiatement sur les salaires est redistribué aux retraités. Il ne s'accumule pas, c'est un circuit court. Le flux est direct entre les actifs et les pensionnés. Ce modèle repose donc sur un équilibre démographique. Il faut assez d'actifs pour financer les retraites des générations précédentes. Alors qu'en revanche, pour le système par capitalisation, c'est chaque individu qui cotise pour lui-même, en mettant de l'argent de côté tout au long de sa carrière, pour financer sa propre retraite. Mais l'argent qu'il met de côté lorsqu'il a 20 ans, qu'il commence à travailler, ne peut pas rester inactif pendant 30 ou 40 ans. Sinon, il perdrait de sa valeur, peut-être à cause de l'inflation. Et physiquement, il ne peut pas être mis sous un matelas. Donc il est obligatoirement placé quelque part pour générer des rendements et garantir un revenu futur. Et c'est à ce moment que l'investissement devient incontournable. Les fonds de pension placent cet argent sur les marchés financiers. Actions d'entreprise, obligations d'État, immobilier, etc. Cela permet à l'épargne de croître sur le long terme, pour que les retraités puissent toucher une pension suffisante. C'est un mécanisme fondamental du capitalisme moderne. Sans cela, l'épargne retraite se dévaluerait avec le temps. Le problème, c'est qu'en France, cette logique, elle est mal perçue, car elle implique que l'argent travaille sur les marchés. La bourse, les investissements, le capital sont souvent associés à de la spéculation ou à l'exploitation, ce qui freine toute évolution vers un système mixte, répartition-capitalisation. Donc on voit bien ici que l'opposition idéologique au capital empêche la mise en place d'un système qui pourrait pourtant sécuriser les retraites, notamment face aux défis posés par le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs. Donc on a déjà vu plusieurs points, et je vais rajouter un autre point qui est important, c'est l'exil fiscal et avec lui la disparition d'une partie de la population qui pourrait défendre une vision plus positive de l'argent. Il existe en France des économistes, des entrepreneurs et des visionnaires qui savent que l'investissement, la liberté économique et un cadre fiscal moins contraignant favorisent l'innovation et le développement de grands projets. Ces individus ont conscience que la prospérité repose sur l'initiative privée, l'entrepreneuriat et la création de valeur, et non sur une taxation excessive et un interventionnisme étatique omniprésent. Cependant, dans un pays où la réussite financière est souvent perçue avec suspicion, ces personnes se retrouvent marginalisées sur le plan social et économique. Exemple, lorsqu'un entrepreneur défend la réduction de taxes et de normes pour favoriser l'investissement, il se heurte à une opinion publique largement ancrée dans une vision égalitariste, où l'enrichissement personnel est souvent assimilé à une forme d'exploitation. Dans les cercles sociaux, les cercles familiaux, les cercles entre amis, il est difficile de défendre l'idée que la croissance économique
nécessite moins d'impôts et plus de liberté d'entreprendre. Tant la pression sociale impose de prôner la redistribution comme seule solution aux inégalités. Donc, face à cette hostilité, il est naturel que ces individus en viennent à se poser la question « Pourquoi rester en France ?» C'est un peu le genre de question que l'on se pose quand on choisit son lieu de vie. Si on préfère vivre au soleil, on ne va pas s'implanter dans le nord de la France. Et donc, de la même manière, si l'on souhaite évoluer dans un environnement où la réussite économique est valorisée, donc des pays, on l'a vu, comme la Suisse, les États-Unis, Singapour, beaucoup de pays deviennent des destinations plus attractives. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un monde globalisé, l'exil fiscal devient un choix rationnel face à un système hostile. Si l'on regarde les statistiques sur plusieurs, même dizaines d'années en arrière, la France a souvent le record du nombre d'entrepreneurs, d'investisseurs et de grandes fortunes qui quittent le pays pour s'installer dans des endroits où la fiscalité est moins confiscatoire. A l'inverse, ceux qui restent en France, qui acceptent implicitement le modèle économique, savent qu'ils payent peut-être plus d'impôts que dans d'autres pays, mais trouvent en contrepartie une sécurité sociale forte, un système de chômage généreux et une stabilité de l'emploi accrue pour les fonctionnaires. Pour beaucoup de ces personnes, la sécurité et la prévisibilité priment sur la liberté économique. Devenir fonctionnaire ou être employé dans un grand groupe est perçu comme une assurance contre les aléas du marché. C'est un choix qui peut sembler rationnel dans un environnement incertain. Et donc, l'État, conscient que la majorité des Français approuvent ce modèle, n'a aucune raison d'y renoncer. Pourquoi changer de politique si la population continue de valider un modèle social basé sur un État-providence omniprésent, malgré son coût élevé? Alors ça, je sais que c'est peut-être difficile à comprendre, mais je vais vous prendre un exemple. Dans la vie, on ne fait pas uniquement des choix qui dépendent d'un rendement économique. Et vous-même, peut-être, vous ne faites pas toujours des choix qui dépendent d'un avantage économique. Et un exemple qui est frappant, c'est lorsqu'on prend une voiture en LOA. D'un point de vue purement financier, il est souvent plus rentable d'acheter une voiture, mais beaucoup de gens préfèrent la tranquillité d'esprit de la location longue durée. Pas d'inquiétude sur l'entretien, la garantie est souvent étendue, on ne se pose pas de questions sur la revente, ni sur l'obsolescence du modèle. Donc exactement de la même manière en France, les personnes qui valident notre modèle économique et social préfèrent payer plus d'impôts en échange d'un système qui leur garantit des filets de sécurité. Mais ce choix de la sécurité a un prix. Il entraîne une fuite des talents, des investisseurs et des entrepreneurs, réduisant ainsi le potentiel de croissance du pays. Et je vais vous donner des exemples frappants qui montrent à quel point cette pression de normes et de fiscalité est importante. On va faire une petite comparaison avec les États-Unis. La France a une population 4 fois plus petite que celle des États-Unis. Mais l'écart dans le nombre de grandes entreprises est bien plus important. En logique, on devrait trouver un nombre proportionnel. La France devrait avoir un quart des grandes entreprises des États-Unis. Or, ce n'est clairement pas le cas. Les États-Unis comptent bien plus de multinationales prospères. Et cela s'explique par un environnement beaucoup plus favorable à l'entrepreneuriat et à l'investissement. En France, le poids des taxes, des normes et de la bureaucratie freine l'émergence de grandes entreprises compétitives à l'échelle mondiale. Un autre point important, c'est la perception biaisée du libéralisme en France. L'État français prélève plus de 50% de la richesse nationale, faisant de la France le pays qui taxe le plus des pays de l'OCDE. Et pourtant, si vous interrogez les gens autour de vous, beaucoup vous diront qu'Emmanuel Macron vient d'une banque, la banque Rothschild, et qu'il a appliqué une économie libérale, et que c'est à cause de ça que l'économie de la France va mal. Cette contradiction montre à quel point le débat économique en France est biaisé, parce que
Un gouvernement qui maintient une forte pression fiscale avec un État-providence hypertrophié est malgré tout perçu comme trop libéral, alors qu'il applique des politiques bien plus interventionnistes que la majorité des pays développés. Et pour enfoncer le clou, l'État chinois ne prend que 30% de la richesse du pays, et la Russie ne prend aussi que 30 à 35% de la richesse du pays. Ce sont des pays communistes avérés, et nous, on est à 50%, quoi. Donc vous voyez que tous ces exemples mettent en évidence un décalage profond entre la réalité économique et la perception des Français. D'un côté, un pays qui peine à faire émerger de grandes entreprises, faute d'un environnement propice à la croissance, et de l'autre, une population qui voit du libéralisme là où il n'y en a pas. Donc la conclusion de tout ça, c'est que l'argent en France reste tabou. Il est associé à la suspicion d'injustice, et il faudrait avoir conscience que cela relève plus d'héritage culturel et de croyances que d'une réalité économique objective. La richesse n'est pas un problème en soi. Ce qui compte, c'est comment elle est créée et comment elle est utilisée. Dans les pays où l'initiative privée est valorisée, la croissance est plus forte, l'innovation plus rapide et les opportunités plus nombreuses. A l'inverse, en diabolisant l'argent et en punissant systématiquement ceux qui réussissent, on freine notre propre développement. Si nous voulons bâtir un avenir prospère, nous devons sortir des croyances et des préjugés qui nous enferment dans une vision négative de l'économie. L'argent n'est ni moral ni immoral, il est un outil, un levier. Ce qui importe, c'est d'apprendre à l'utiliser intelligemment pour créer de la valeur, innover et améliorer la vie de chacun. L'enjeu n'est donc pas de se demander comment limiter les écarts de richesse, mais plutôt comment permettre à chacun d'accéder à la prospérité, en favorisant bien évidemment un cadre économique dynamique et équitable. Il est donc temps de changer notre regard sur l'argent. Et un dernier point, c'est une petite réflexion pour les personnes ou les États qui ne souhaitent pas rentrer véritablement dans cette économie de marché, avec ses règles de compétitivité et d'innovation. Quelle alternative veulent-ils vraiment ? Parce que ça a déjà été expérimenté, à l'échelle d'un État, refuser de s'inscrire dans la dynamique économique mondiale signifie définir un nouveau modèle de société. Mais est-ce seulement possible ? Est-ce que c'est possible de définir un modèle de société pour des pays qui ne veulent pas rentrer dans le libre-échange ou dans l'économie et la compétitivité économique que l'on connaît ? Pour l'instant, l'histoire nous montre que toutes les tentatives de sociétés sans marché ou sans compétitivité ont échoué. Parce que, entre autres, elles peinent à rivaliser avec ceux qui ont continué cette dynamique économique. Est-ce que ce ne serait pas utopique que de croire que l'on peut avoir un pays qui sortirait de ces modèles économiques ? Parce que, à l'inverse, ceux qui croient en l'innovation, en l'investissement et en la prospérité ont aussi le choix. Ils peuvent rester et essayer d'influencer leur pays, ou partir et rejoindre des nations qui ont décidé d'encourager ces valeurs. Dans un monde en constante évolution, chaque peuple, chaque individu choisit sa propre trajectoire. Mais une chose est certaine, c'est que ignorer les règles du jeu ne signifie pas qu'elles disparaissent. Merci et au revoir.